L'agence de notation Fitch a dégradé vendredi dernier la note française, en cause selon elle, bien entendu l'instabilité politique et l'incapacité de nos dirigeants à maîtriser une dette qui devient de plus en plus incontrôlable. Alors bien entendu, la plupart des investisseurs s'attendaient à une correction des marchés français en début de semaine, il n'en a rien été puisque le CAC 40 notamment a attendu la réunion, la fameuse de la Fed et le discours de Jérôme Powell qui a annoncé une reprise de la baisse des taux aux États-Unis et a propulsé d'ailleurs par la même occasion les indices américains vers la stratosphère. Alors, est-ce que tous les dangers sont écartés? Quelles sont les actions qui pourraient profiter de ce nouveau bull run? C'est toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre ensemble dans cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle vidéo bourse, trading et investissement qui s'intitulera cette semaine Powell lance le bull run et comme d'habitude le petit message d'avertissement qui stipule que le contenu de cette vidéo est à unique but pédagogique et informatif qui ne constitue en rien un conseil et que vous êtes seul responsable de vos investissements et donc de vos trades. Pour me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tout qui s'affiche sur cet écran. Pensez toujours bien entendu à activer la clochette afin de recevoir une notification dès lors que je publie une nouvelle vidéo. Et pour celles et ceux qui veulent aller un petit peu plus loin et se former, vous avez deux possibilités. L'espace membre qui est un espace qui est disponible sur le site du podcastdelabourse.fr où il y a plus de 800 membres qui viennent se former en mode formation continue sur tous les sujets liés à l'investissement et bien entendu le sujet notamment de la bourse. Pour celles et ceux qui veulent aller encore plus loin, eh bien vous avez nos programmes d'accompagnement MTT Premium, le programme historique et MTT Découverte qui est le nouveau programme d'accompagnement qui vous donne accès à l'essentiel des marchés. Au rayon des news, il y en a pas mal puisque je vous ai fait parvenir des places gratuites, du moins la possibilité de venir gratuitement à la Paris Investor Week qui aura lieu le 14 novembre 2025 où je serai présent. J'ai deux petites interventions à faire, donc je vous invite tout de suite à prendre votre place. J'essaierai de penser à mettre le lien ou en description ou sur le côté de la vidéo. Alors c'est pas une énorme réduction, hein, c'est gratuit au lieu de 29 €, mais enfin c'est toujours ça de gagner. Donc pensez à prendre vos places tout de suite parce que c'est limité à un certain nombre. Et donc après, pour venir, il faudra malheureusement très certainement payer. Voilà pour la première news. Deuxième news également très importante, c'est le week-end prochain. Il y a pas mal d'actualités puisque le week-end prochain, vous n'aurez pas une mais deux vidéos. On fera la vidéo du vendredi dans laquelle, alors on verra cette fois-ci, il y aura toujours la partie macro que vous aimez bien, mais en deuxième partie, beaucoup me l'ont demandé aussi, peut-être qu'il y aura une revue indicielle avec notamment les matières premières, or, argent, etc. Donc ça peut être intéressant de faire une vidéo un petit peu comme ça. Et vous allez me dire, mais pourquoi tu vas pas forcément parler des actions de manière individuelle? Ben parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un live MTT spécial avec notamment Michael, mais également Max, qui sont mes coéquipiers sur MTT, dimanche soir. Et là, donc, bien entendu, on fera deux parties. Première partie, on parlera du Low Beta Mode, qui est une méthode pour construire un portefeuille. Je vous en dis plus dans la semaine sur la table des investisseurs. Et on présentera donc cette méthode et le portefeuille qu'on va mettre d'ailleurs en place sur MTT. Et donc ça, ce sera bien sûr donc aussi dimanche 28. Et puis, on fera l'analyse en direct dans cette émission-là de vos actions, donc moi-même, plus mon ami Michael Landreau, le cofondateur bien entendu de MTT. Donc voilà, l'opportunité pour vous, comme souvent vous me le demandez, eh bien de venir poser en direct, demander en direct les actions qui vous intéressent. Et donc on vous donnera en direct encore une fois nos avis et on essaiera de prendre du recul sur potentiellement ce qui peut être intéressant ou pas. Bien entendu, ça concerne pas uniquement pour les traders, hein. Les investisseurs sont évidemment concernés. On donnera les zones d'investissement pour les
valeurs que vous souhaitez. Donc ne ratez pas ces deux rendez-vous, surtout donc le rendez-vous qui aura lieu ce dimanche 28 septembre avec mon ami Mickaël, Landreau et Maxime qu'on embrasse. Voilà un petit peu donc pour les actualités. Bien entendu, avant de démarrer cette vidéo, eh bien, je remercie très chaleureusement, pardonnez-moi, eh bien, mes différents partenaires qui me permettent eh bien, la construction de tous ces supports et contenus totalement gratuitement. On démarre avec, bien entendu, bien, le programme qui sera évidemment très chargé. Le programme de cette vidéo, donc Powell lance le bull run, du moins c'est ce qu'on espère, du moins c'est ce que on a vu cette semaine, et on parlera d'un certain nombre de valeurs avec bien entendu le grand ASML Holding, ST Micro Électronique, Stellantis qui bouge bien, Renault, LVMH Kering pour le suivi, FDJ, Umicore, Odyssey Technologie, ArcelorMittal, on fait le suivi, Basic Fit, on en avait parlé il y a quelques temps, qui s'est bien avancé, Rémi Cointreau toujours en difficulté, Adyen, mi-figue, mi-raisin, Séché Environnement qui a bien corrigé, Mersenne GTT, AB InBev, Valourec, Ecker et Ziegler, ça c'est en Allemagne, on m'a demandé, Nemestek, wow, on l'appellera Nem hein, pour cette vidéo. Ruby également, Pernod, Ricard on fait le suivi, XFab également, Maison du Monde qui a fait des petits signes, on verra si on peut parler de retournement, Capital B qui a beaucoup déçu cette semaine, on parlera de quelques biotech avec Nicox, Nanobiotics, on parlera de Soitec, on parlera de Selectis également dont on fait le suivi, on parlera de Nacon qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, on parlera également de Planisware, et puis on partira aux États-Unis avec Circle, Grab Holding, Richtech Robotics, First, Majestic, Silver, Cellforce, Intel qui a explosé, souvenez-vous de la congestion qu'on suivait, Apple et MicroStrategy. Il y aura 5 titres à suivre, hyper intéressants d'ailleurs cette semaine, vraiment des belles configs, certains qu'on a déjà vu, d'autres un petit peu moins, et bien entendu on terminera par le screener Trend Following. Voilà, globalement, vous avez vu un programme très chargé cette semaine. Donc merci, hein, merci beaucoup pour tous vos encouragements. Vous avez vu, cette semaine, on a dépassé donc les 40 000 abonnés sur Twitter, plus de 75 000, je crois 78 000 abonnés sur tous les réseaux, donc ça a vraiment explosé ces derniers mois. Grâce à vous, grâce à vos partages, encore une fois, je salue un certain nombre. Un jour, je ferai dans l'émission, je ferai comment dirais-je, des remerciements un peu plus particuliers pour les plus fidèles qui sont là depuis les débuts et qui chaque semaine sur les réseaux sociaux partagent les vidéos, etc. Donc voilà, merci beaucoup aux plus fidèles, mais merci également à ceux qui rejoignent l'aventure et qui se mettent eux aussi à partager d'ores et déjà eh bien, les vidéos sur les différents réseaux sociaux avec des commentaires, etc. C'est toujours extrêmement bienveillant pour la quasi-totalité d'entre vous, vraiment. Alors, de temps en temps, il y a un petit commentaire moins sympa, ça arrive, mais globalement, dans l'ensemble, c'est quand même vraiment hyper bienveillant. Donc, merci beaucoup pour ça. Voilà pour eh bien l'introduction de cette vidéo, et on passe donc au résumé de la semaine. J'en profite d'ailleurs pour activer ma caméra. Me voici, me voilà. Donc, résumé de la semaine. Comme d'habitude, on commence par la saisonnalité, même si pour le moment la saisonnalité en effet elle est pas forcément suivie par les marchés. Tiens, du moins la première quinzaine de septembre, là on va rentrer dans le vif du sujet, on va voir, mais pour le moment tout va très très bien. C'est un mois de septembre plutôt très positif par rapport au mois de septembre qu'on a connu par le passé, bien évidemment. On pense à l'année dernière, on pense même à celle d'avant notamment, qui avait été des années un petit peu plus complexes de mémoire et un petit peu plus volatiles sur le mois de septembre surtout. Donc voilà, pour l'ensemble, hein, les indices se portent bien, on est à peu près ici, et on l'a vu sur le S&P 500, pour le moment tout va bien. On va voir la semaine prochaine si on va véritablement rentrer dans cette phase de baisse ou pas, mais c'est évidemment pas sûr, hein, ce ne sont que des statistiques. Même si on aime bien quand même dans le sens des statistiques, ça rassure, mais malgré tout, elles sont là aussi pour être déjugées, et c'est la même chose donc sur le Dow Jones, hein, on le voit, à partir de la mi-septembre c'est plus compliqué, donc on est, je sais pas, le 18 c'est ça, si je ne me trompe pas, voilà, le 19, donc logiquement on devrait être à peu près par là.
Donc nous allons voir, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Pour le moment, les indices, notamment américains, n'en déplaise à certains, sont encore au plus haut. Donc voilà pour ça. Nasdaq, également, évidemment, c'est la même chose. Et DAX. Alors le DAX est un petit peu plus en difficulté, même s'il s'est repris, mais c'est pour moi peut-être l'indice qui plafonne le plus. Bon, il a tellement progressé en même temps le DAX, hein, mais c'est quand même l'indice qui est un petit peu plus dans une phase d'accumulation de distribution, qui est un petit peu plus complexe. Le CAC aussi dans la complexité, mais dans la difficulté, mais ça va dans l'ensemble beaucoup mieux. On se souvient que on a notamment un CAC Small qui surperforme, on le voit notamment ici mois par mois et point par point sur le différentiel entre le CAC Small et le CAC 40. Ce différentiel a été un petit peu moins puissant sur le mois d'août. Il sera, on verra, on fera les stats fin septembre, mais a priori, il sera également moins important. L'écart sera moins important, l'écart de performance entre le CAC Small et le CAC 40 sera normalement un petit peu moins important. On fera encore une fois le bilan à la fin, bien sûr, du mois, et un mois de septembre qui, sur le CAC 40, lui aussi, généralement, est un mois plus complexe, avec en moyenne sur le CAC 40, moins 0,8, et sur le CAC Small, moins 2,7%. Bien entendu, ça y est, on va rentrer dans le vif du sujet au niveau des publications, puisque là aussi, vous n'êtes pas sans savoir que le nombre de publications va augmenter, ça va démarrer fortement à partir de la semaine prochaine, notamment sur les publications américaines. Et puis, voilà, donc ça c'était cette semaine sur les publications américaines. Semaine prochaine, sur les publications françaises, vous voyez, ça commence à s'activer fortement. Ça, c'est donc bien entendu les publications, vous avez lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, données fournies par Investing, qui est désormais partenaire avec le podcast de la bourse. Donc je suis ravi d'ailleurs de pouvoir vous montrer pas mal de données qui sont pour la plupart payantes. Donc on aura accès d'ailleurs à ces données pour toutes les vidéos et bien entendu pour les newsletters, etc. Donc je pourrais vous partager ça. Également, bon, au niveau du calendrier, on a une semaine globalement calme. On regardera quand même les inscriptions hebdomadaires au chômage. On regardera également le climat des affaires en Allemagne. Bon, les PMI, mais c'est pas forcément trop regardé, sauf s'il y a de gros écarts par le marché. Et bien entendu, le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages en données mensuelles et en données annuel. Évidemment, donc retour sur la semaine précédente et notamment vendredi, puisque la vidéo que j'avais enregistrée vendredi dernier était avant l'annonce de la dégradation par Fitch de la notation de la France. Alors, je veux juste dire un petit mot quand même important. Donc ce que je vous avais dit, c'est que la semaine dernière, c'est que c'était les mots exacts que j'ai stipulés, c'est que je n'aurais pas été surpris que Fitch ne dégrade pas la notation de la France pour une raison bien simple, c'est que ça fait 2 ans que la notation de la France doit être dégradée et que Fitch ne l'avait pas fait. Et donc voilà, pour moi la nomination de Lecornu, etc. aurait pu calmer les ardeurs de Fitch, ça n'a pas été le cas. Alors je sais, pour répondre notamment à certains commentaires, je sais que ça fait plaisir à certains que la France soit dégradée, je sais que ça fait plaisir que notre pays aille mal, je sais que ça leur fait plaisir parce qu'ils aiment ça. Alors je rappellerai simplement que à tous ces gens qui aiment l'écroulement de notre pays, qu'ils sont français, qu'ils travaillent pour la majeure partie en France, qu'ils gagnent leur argent pour la majeure partie en France, qu'ils investissent dans leur quotidien en France, que leurs enfants, et pourquoi pas peut-être leurs petits-enfants, vont également certainement vivre en France, et que moi, j'ai toujours du mal à me réjouir d'une dégradation de mon propre pays. Alors malheureusement, sur les réseaux sociaux et dans les commentaires, il y en a certains qui aiment ça. Il y en a certains qui ah, je vous l'avais dit, la notation française va être dégradée, blablabli, blablabla. Ils sont presque contents de ça. C'est dramatique. Et c'est là où on comprend en fait qu'on a les dirigeants que l'on mérite en fait. Parce qu'on peut pas se plaindre d'avoir des dirigeants qui détruisent notre pays et en même temps se satisfaire quand ils le font. Et Fitch en est tout simplement une conséquence. Donc voilà, tout simplement un petit mot là-dessus. Donc voilà, moi j'ai du mal à me réjouir de ça. Et d'ailleurs, je remarque que les mêmes qui se réjouissent de la dégradation de la France
sont souvent les mêmes qui détestent Trump. Et donc c'est souvent les mêmes qui ont cette frustration de voir les marchés américains au plus haut avec, on s'excuse, hein, avec Donald Trump au sommet. Et oui, Donald Trump, malheureusement, alors, je suis pas fan de Donald Trump non plus, hein, je vous rassure, hein, j'aime pas le personnage, j'aime pas sa manière d'être, j'aime pas plein de choses, mais j'essaye dans ces vidéos d'être factuel. Et factuellement, aujourd'hui, Donald Trump a mis ses marchés américains sur les plus hauts historiques. C'est une réalité, c'est comme ça, on peut le détester, mais en tout cas c'est une réalité. Et je m'aperçois que les mêmes qui se réjouissent de la notation, de la dégradation de la notation de la France, eh bien sont les mêmes qui détestent Trump et qui cherchent toujours à le discréditer. Alors il n'y a pas besoin de chercher à le discréditer. Trump de lui-même, souvent malheureusement, et malheureusement pour les États-Unis, est peu crédible. Mais voilà, je remarque un peu pour certains commentaires, alors c'est vraiment une immense minorité, heureusement, hein, ce genre de personnages qui sont dans les commentaires, c'est une immense minorité, mais voilà, quand même, je rappelle à tout le monde qu'on est quand même français, et que donc, ben, c'est pas bon, hein, quand Fitch dégrade la note, quand notre taux augmente, etc., c'est pas bon, quand on n'a pas de croissance, quand on a une dette qui explose, etc., c'est pas bon, ça veut pas dire qu'il faut fermer les yeux, ça veut pas dire qu'il faut pas critiquer et avoir un esprit critique, mais il faut pas se réjouir de la dégradation de notre pays. Voilà, je ferme la parenthèse. Fitch sera évidemment certainement suivi par la dégradation d'autres agences de notation, avec notamment Moody's, Standard & Poor's, etc. On verra, évidemment, mais petit zoom, hein, évidemment, hein, la France donc rétrogradée par Fitch, la dette au cœur des inquiétudes. Donc vendredi au soir, Fitch a abaissé la note souveraine de la France de A à moins à A+. Donc on passe de très bon élève à bon élève, on va dire, un 15-16 sur 20, en cause, selon l'agence de notation, une vie politique trop fragmentée et polarisée qui affaiblirait la capacité du pays à redresser ses comptes publics. Évidemment, ça n'a pas servi au nouveau Premier ministre, puisque à peine arrivé à Matignon, eh bien, il prend quelque part, Sébastien Lecornu, cette mauvaise nouvelle en pleine tête, donc voilà, ça va donner un budget 2026 difficile à passer. Donc Fitch prévient déjà que les compromis nécessaires risquent de réduire l'ampleur des économies promises. En toile de fond, l'endettement français atteignait 114% du PIB fin mars et pourrait grimper selon eux à 121% en 2027 sans horizon clair de stabilisation. En gros, Fitch part du principe que finalement, vu que y a un nouveau Premier ministre et qu'il n'y a pas eu un retour aux urnes de la part des Français, ben, il n'y aura pas de gros changements au niveau politique et que donc la dette va continuer de progresser jusqu'aux potentiellement nouvelles élections présidentielles qui, elles, pourraient, je dis bien pourraient, hein, parce qu'on n'en sait rien, pourraient, pourquoi pas, éventuellement changer les choses. Ce qui semble logique hein, dans l'analyse hein, finalement de Fitch, hein. Mais cette analyse-là, elle est vraie depuis vendredi, mais elle est vraie depuis un petit moment déjà. D'ailleurs, preuve en est, hein, les marchés, eux, ça fait un petit moment que les taux ont déjà augmenté, et d'ailleurs, les taux ont même baissé sur le coup lorsqu'il y a eu l'annonce de Fitch. La comparaison est d'autant plus douloureuse que Fitch a récemment relevé la note du Portugal, qui eux, par contre, hein, se sont désendettés, et également récompensé l'Espagne pour son dynamisme. Bon, il y a aussi un petit peu de copinage là-dedans. Bref, je passe. La France a un nouveau Premier ministre, donc Lecornu, vous le savez aussi, hein, bien sûr, depuis un petit moment, donc, et le nouveau Premier ministre. Donc, on va voir si effectivement il va créer des ruptures. Alors, c'est un peu, voilà, encore une fois, je fais pas de politique, je parle de politique. Mais, eh bien, comme je vous disais la semaine dernière, Lecornu est quand même plutôt, a priori, je dis bien a priori puisque c'est un ancien LR, donc a priori c'est l'aile droite d'Emmanuel Macron, et ce qui est assez étonnant, et je me demande si c'est pas une erreur politiquement, hein, je parle encore une fois, apparemment il y a des rumeurs comme quoi il serait plus enclin à des négociations plutôt avec la gauche qu'avec la partie droite de ce pays et des partis politiques. Donc c'est un risque hein, également, parce que, encore une fois, les arrangements à droite à gauche, plutôt à gauche pour le coup, pourraient là aussi causer éventuellement des censures, et on pourrait finalement repartir à zéro une fois de plus. Et là par contre, il faut faire gaffe, puisque effectivement, donc, vous avez eu le 10 septembre bloquons tout, la grogne sociale, mais vous avez eu également hier une autre manifestation. Attention, il y a un risque. Il y a un risque de crise sociale qui est
assez important selon moi en France. On le méprise ce risque. Parce que, et notamment les médias, disent, bon, bah, finalement, c'est que les LFistes qui sont dans la rue, etc. Bon, potentiellement, il y a une partie de vrai, mais pas totalement quand même. Et attention que cette gronde ne se transforme pas en crise sociale et en des choses qui pourraient être beaucoup plus graves. Donc c'est ça, moi, qui me fait plus peur actuellement sur la partie française. Donc, évidemment, maintenant, on va revenir sur le fait de cette semaine, parce que ça, finalement, ça n'a pas fait bouger les marchés, hein, on l'a vu, même le lundi matin, le CAC 40 a fini vert, même si mardi, il y a eu un repli de mémoire. Mais bien sûr, le fait de cette semaine, c'était eh bien la réunion de la Réserve fédérale américaine, la Fed, avec eh bien la Réserve fédérale qui a abaissé ses taux directeurs de 25 points de base. Une nouvelle fourchette se situe désormais entre 4 et 4,25, son plus bas niveau depuis 3 ans. C'est la première baisse de l'année et deux autres pourraient suivre d'ici décembre. Alors on parle de pivot, mais en réalité c'est pas un pivot, hein, c'est juste une reprise de la baisse, hein, puisque évidemment la baisse avait eu lieu après la crise du Covid, hein, puisque les taux avaient énormément augmenté pendant la crise du Covid, enfin juste après la crise du Covid, pour essayer de contrôler l'inflation qui avait été débordante, et donc on avait depuis baissé largement, mais effectivement on était plutôt dans une pause de cette baisse, qui est donc reprise. Selon Jérôme Powell, je reprends un peu ses mots, hein, la croissance américaine ralentit, tiens, c'est marrant. L'emploi, c'est marrant aussi, perd en dynamisme et le chômage est attendu à 4,5, suivez mon regard. Et je vous renvoie à la vidéo la semaine dernière. C'est marrant puisque du coup, j'ai fait la vidéo la semaine dernière portée un petit peu sur ça, sur l'emploi américain, et c'est sympa et c'était appréciable puisque du coup j'ai vu que toute la semaine tout le monde en avait beaucoup parlé, et notamment aussi aux États-Unis. L'inflation reste quand même collante, je dirais autour de 3%, au-dessus de l'objectif. La Fed cherche donc à soutenir l'activité sans relancer trop fortement les tensions et les prix. Et c'est vraiment toute la difficulté de la Fed, c'est qu'elle cherche un compromis entre l'inflation qui est collante et effectivement la croissance et l'emploi américain qui commencent à se dégrader. Et c'est pas évident, hein, c'est pas évident. Donc on a bien sûr un Jérôme Powell qui a fait du Jérôme Powell, hein. On le connaît bien, Jérôme. Il a rappelé que la croissance est modérée, que la balance des risques penche désormais vers un ralentissement. Il a insisté, cette baisse n'est pas le début d'une série automatique, mais une réponse ciblée aux données économiques. Il se laisse une marge agile de négociation et de mouvement. Un désaccord est apparu cependant au sein du comité, puisque bien évidemment Stephen Miran, le gouverneur nommé par Donald Trump, lui espérait et a voté contre la baisse limitée à 25 points, plaidant pour un assouplissement plus fort de 50 points de base. Extrêmement difficile de dire qui c'est qui a raison. Moi, je pense que ni l'un ni l'autre. Je pense que Powell a un chouïa tardé quand même pour cette baisse de taux, et on verra, et c'est là tout l'enjeu en fait de la suite et de la fin de l'année notamment, c'est de voir tout simplement une seule stat, les stats évidemment du taux de chômage, et voir si effectivement on a un taux de chômage qui est de plus en plus en difficulté, qui pourrait engendrer, pourquoi pas, une récession dont que la plupart, l'immense majorité des économistes ont par ailleurs écarté. Des perspectives fragiles, puisque si les prochaines baisses se confirment, hein, c'est un petit peu ce qu'a tablé le marché, une ou deux baisses d'ici la fin de l'année, le coût du crédit baissera pour les ménages comme pour les entreprises, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, c'est ce que le marché price actuellement, stimulant consommation et investissement. Mais l'équilibre reste fragile, un assouplissement trop rapide pourrait éventuellement relancer l'inflation, et un manque de réactivité pourrait faire exploser le chômage. Donc, c'est un petit peu ce qui est complexe actuellement à gérer pour la Fed et pour les marchés. Les marchés, historiquement, réagissent toujours bien à une baisse des taux, à court terme, à une reprise de la baisse des taux. Et généralement, ce qui se passe, c'est que quelques mois plus tard, le marché se rend compte que, quand c'est le cas, que les autres statistiques, eh bien, finalement, n'ont pas profité de cette baisse de taux, le chômage, l'emploi plutôt, et la croissance, et que donc,
et bien derrière, elle se dit, mais finalement, on a baissé les taux, mais les chiffres économiques sont pas meilleurs, et donc on va avoir une récession. Et ça, généralement, ça crée le dip sur les marchés. C'est ce qu'on a constaté dans la majorité des cas par le passé. Pour autant, et pour le moment, évidemment, le marché s'en satisfait et on a cette nouvelle jambe à la hausse. Donc on est sur un marché qui est dans un bull market qui a dépassé la médiane et la médiane de temps, hein, en termes de temps. Donc voilà, là vous avez l'ensemble des bull market et nous on est en noir, voilà. Donc on en a eu notamment en 1987 qui ont duré encore 30 jours de plus, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est un très très beau bull market, notamment américain. Encore une fois, on en plaise à certains, mais voilà, pour le moment, ça va très très bien sur le marché américain. Jusqu'à quand? On va le voir, parce qu'il y a des limites à ça pour moi. Et les limites, c'est évidemment que ce qui a propulsé les marchés américains, vous n'êtes pas sans le savoir, c'est la tech, puisque lorsqu'on regarde finalement eh bien, les performances de la tech par rapport au reste sur le marché américain, il y a un écart qui est énorme. Et cet écart, d'ailleurs, a des conséquences, puisque, évidemment, vous avez une conséquence sur le poids notamment du S&P 500. Aujourd'hui, eh bien, on n'a plus que, entre guillemets, les 6 magnifiques qui représentent, eh bien, un peu plus de 30% sur le S&P 500. Donc c'est quand même énorme. Et puis vous avez, on peut même aller plus loin hein, finalement, avec les 3 magnifiques qui représentent Apple, Microsoft, Nvidia, elles quasiment 18% de la capitalisation. Donc voilà, c'est assez énorme et ça pour moi, ça peut à un moment donné ou à un autre poser un problème de flux, de liquidité, via notamment les trackers, les ETF, etc. Donc on le sait historiquement, lorsque la pondération de quelques valeurs est trop importante dans des indices, ça cause un dip. Alors évidemment, ce sera pris avec, comment dirais-je, une donnée, certainement, hein, le marché prendra un prétexte pour faire le dip, etc. Mais avant tout, pour moi aussi, ça sera engendré par ça, par cette surpondération qui est trop importante. On en a parlé la semaine dernière, évidemment, pour moi, ce qui me fait actuellement le plus peur, c'est la reprise, pourquoi pas, du chômage, et on voit que, alors pas toujours, hein, évidemment, mais quand il y a souvent un chômage qui vient en zone de survente, on va dire, et que derrière il y a une reprise, ben derrière on a une accélération du chômage et une récession qui est en gris. Donc évidemment nous on est ici, quelle va être la suite, je n'en sais rien, mais ça peut poser des problèmes. Là aussi, bien évidemment, quand on a une baisse des créations d'emplois et parallèlement évidemment une hausse du chômage, et bien lorsqu'on a un écart qui lui se réduit, lorsqu'on a un rapprochement, et bien derrière, ça a été le cas notamment depuis 2000, on a une récession. Donc voilà, si on met un petit peu plus loin, là aussi ce graphe est toujours très intéressant. Vous avez en rouge ici les points où la Fed a pivoté, même si encore une fois c'est pas tout à fait un pivot quand même, parce que la baisse des taux avait déjà été enclenchée. Mais malgré tout, c'est quand même une baisse de taux, et voilà, souvent, pas toujours, hein, voilà, là ici notamment, mais souvent, voilà, vous avez en zone grise des récessions, donc ça se surveille. Pour le moment, le marché, la volatilité sur le marché ne veut pas véritablement reprendre, on verra si éventuellement c'est le cas, notamment la semaine prochaine et dans les semaines suivantes. Cette semaine, sur la table des investisseurs, il y a quelques articles qui sont également intéressants, donc je vous invite bien entendu à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien entendu, vous le savez, cette newsletter est 100% gratuite. Voilà pour cette introduction qui a été costaud. Et donc, on passe tout de suite à notre cher ami, le CAC 40. Le CAC 40 qui, alors on fait comme d'habitude chaque semaine, on reprend l'analyse
en 3 parties, toujours, lorsque vous analysez n'importe quel actif, quel qu'il soit, que ce soit un indice comme ici, que ce soit une action, que ce soit une crypto, des matières premières, ce que vous voulez, pensez toujours à analyser les 3 unités de temps. D'abord, vous regardez l'unité de temps mensuel pour avoir un regard sur le long terme. Et vous regardez quelle est la direction d'abord, il y a 2 choses à regarder, quelle est la direction de la moyenne mobile à 10 périodes, là à 10 mois. Vous regardez, c'est les haussières. Les haussières, évidemment, vous l'avez bien compris, c'est positif. Et d'autant plus lorsqu'on est au-dessus. Donc pour le moment, en unité de temps mensuelle, c'est plutôt haussier. En unité de temps hebdomadaire, eh bien, on a repris. Alors la semaine dernière, on avait clôturé au-dessus. C'était plutôt de la neutralité, puisque vous voyez, on avait voilà, une moyenne mobile à 10 semaines qui faisait du zigzag. Mais cette semaine, par contre, on verra à la fin de la journée, évidemment, hein, la journée n'est pas finie, on est en fin de matinée. Mais pour le moment, cette semaine, effectivement, on a fait un petit signal qui est intéressant, même si on le verra, on va le voir tout de suite en unité de temps journalière. Pour le moment, on est toujours dans cette figure, même si on est en train potentiellement de reprendre. Souvent on me demande pourquoi j'utilise autant la moyenne mobile à 10 périodes. Ben, regardez encore, le plus bas où on l'a fait mercredi, je veux dire, voilà, pour celles et ceux qui ont du mal à croire à l'analyse technique, je veux bien croire qu'au point près ce soit du hasard, mais quand même, c'est assez bluffant. Et là aussi, comme je vous le dis souvent, lorsque vous êtes au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, privilégiez des achats. Lorsque vous êtes en dessous, comme ici, privilégiez plutôt ou des ventes ou de l'observation. On le voit, ça marche pas toujours, évidemment, mais ça donne quand même des probabilités supérieures. On est au-dessus, voilà, on est en dessous, on est au-dessus, on est en dessous. Voilà, on voit que globalement, c'est plutôt intéressant lorsque on est au-dessus. Donc là, on privilégie de toute façon à ce stade des achats. Et il va falloir, c'est tout l'enjeu pour les prochaines semaines, breaker ici pour moi la zone des 7950 points. On break la zone des 9700. Des 7950 points, pardonnez-moi. L'objectif pour moi, c'est évidemment de revenir ici aux alentours des 8100, 8200 et pourquoi pas viser, ce qui est mon objectif pour moi sur le CAC 40 à terme, c'est viser cette zone-là. On fera attention, en revanche, à la cassure du plus haut historique. Moi, mon scénario principal, vous le savez, ou je ne sais plus si ça a été, non, je crois que je l'avais dit aussi ici, pour moi, c'est une figure de continuation. L'objectif, c'est de casser les probabilités, encore une fois, c'est qu'on casse par le haut, qu'on vienne faire un nouveau plus haut, et c'est après que je serai éventuellement vigilant pour chercher un retournement. Voilà. Mais pour moi, le CAC 40 peut éventuellement aller chercher un nouveau plus haut d'ici historique, d'ici la fin de l'année. Donc voilà un petit peu pour notre cher ami le Kakou. Le CAC Small, lui, en revanche, bah, il est toujours, voilà, il est toujours un petit peu dans sa congestion. C'est plutôt pas mal. Et certains me le disent aussi. On pourrait avoir un faux breakout. Oui, c'est vrai, on pourrait l'avoir. Donc on verra là encore. Malgré tout, pour moi, le CAC Small ne fait pas grand-chose finalement depuis pratiquement un mois et demi. Voilà, depuis le 23 juillet. On est le 19 septembre, donc ça fait 2 mois même, je dirais, que finalement, le CAC Small ne fait pas grand-chose. Alors par contre, au cas par cas, on peut trouver des idées globalement plus intéressantes. Voilà, grosso modo, ce que je voulais vous dire sur le CAC et le CAC Small, et on passe, si vous le voulez bien, maintenant aux actions. Et on commence avec une qui a énormément progressé, c'est Legrand. Allez, on va vous la mettre sur, voilà, unité de temps mensuelle, voilà, Legrand. Il n'y a pas grand chose à dire. Moi, je l'attendais hein, sur repli. Voilà, quand il y a eu le repli là, du mois d'avril, je l'attendais dans cette zone-là, pour être plus précis. Et elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Au contraire, elle a vraiment boosté. Donc il n'y a pas grand chose à dire. Investisseurs, quand même, globalement, voilà, je serais plutôt prudent. De manière générale sur cette valeur-là, même si, évidemment, bah, ça reste évidemment une très très belle valeur. Si vous en avez, il n'y a rien aujourd'hui qui justifie le fait de sortir. Hein. Mais voilà, globalement, je pense que c'est plutôt une action à acheter sur repli pour les investisseurs. Pour les traders, est-ce qu'il y avait des points d'entrée tels que j'essaye de vous le montrer dans ces vidéos-là? Bon, il y avait un petit setup qui était exploitable ici.
voilà, bon, éventuellement, ouais, le stop il serait peut-être passé à quelque chose près limite, mais voilà, dans l'ensemble, il n'y avait pas forcément énormément de setup précédemment. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire. Investisseurs, faites gaffe quand même parce qu'on est un peu haut, un peu cher. Et traders, attendez un setup beaucoup plus important. ASML, très content d'ASML, vous le savez, on en avait beaucoup parlé sur le repli, notamment justement sur le mois d'avril. On a bien construit à l'intérieur, on a bien breaké, donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire. C'est parfait. En UTE temps, court terme, pareil que le grand, il y avait... Ah si, il y avait une belle entrée ici. Il y avait une belle entrée à tenter ici. Voilà, une belle congestion ici. Éventuellement, au-dessus, ici, il y avait un beau setup d'achat au-dessus des 692,2. Voilà, je pense que c'était d'ailleurs un double top, ou pas loin. Faites voir. 692,1, ouais, c'était un double top. 692,2, ouais, c'est ça. C'était quasiment un double top, donc vraiment intéressant. J'imagine, on va regarder, mais j'imagine qu'il devait y avoir une petite réduction des volumes. Ouais, légère, pas énorme pour être honnête, mais il y avait quand même une toute petite réduction qui était intéressante, et puis derrière, voilà. Derrière, c'est intéressant, alors faites attention, parce que là, on a quand même bien eu des beaux volumes, etc. Donc, voilà, privilégiez, pardon, si vous voulez, et là, on a quand même voilà, une belle résistance, enfin, beau support qui, éventuellement, peut devenir résistance. Alors, privilégiez un achat, si et seulement si vous avez une congestion, voilà, qui est intéressante, voilà. Mais pour le moment, tout va bien, en effet, pour ASML Holding. STM, qui s'est également nettement reprise. On le voit également, d'ailleurs, sur l'unité de temps mensuelle. Voilà, on tente de reprendre la M10 mensuelle, qui n'a fait que baisser, et là, qui est en train de s'aplatir. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc si ça se retourne, on n'est qu'au début, hein. Il y a le temps encore, potentiellement. Donc voilà pour ST Micro. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on bloque pour le moment là aussi sur cette zone-là. Il y a une petite réduction de volatilité. On verra là également s'il peut y avoir éventuellement une petite congestion la semaine prochaine pour jouer la continuation, la continuité et revenir sur l'entrée du gap baissier et pourquoi pas ici sa clôture. Ce sera déjà pas mal. Hop, j'efface mes dessins précédents. Donc voilà. Stellantis, alors pas mal, on en a un petit peu. Nous sur MTT. Je vous montre pourquoi. Le graphique, on en a beaucoup parlé de cette zone, hein, de support oblique. Et ce qui était intéressant, c'était voilà, on avait une grosse séance. Ici sur le jeudi 11 septembre. On a une belle réduction de la volatilité là aussi. On a eu réduction ici des volumes, donc on a pris le signal d'achat au-dessus ici des 8,15. Donc tant mieux, hein, derrière ça a bien progressé. On revient sur cette fameuse zone. Voilà, on n'a pas encore retourné la tendance hein, sur Stellantis, mais on revient sur cette zone-là. Je vois que alors je sais plus si c'est ici ou NTT, mais j'en sais rien. Mais en tout cas, je considère que actuellement, il y a vraiment de belles choses à faire sur le secteur auto et équipementier auto notamment. Ah oui, c'est Valeo dont on avait parlé également. On avait parlé de Forvia également. OP Mobility, qu'on reverra d'ailleurs un petit peu plus tard. Mais voilà, il y a des choses à faire pour moi sur ces secteurs-là. Alors, je parle pas forcément d'un retournement, faut pas non plus exagérer, mais à mon avis, ce sont des valeurs qui ont été quand même trop massacrées. Et même Stellantis, voilà, au bout d'un moment, quand même, le marché... il y a des valorisations, même s'il y a un risque, etc. Très bien, mais il y a des valorisations qui sont quand même, pour moi, relativement basses, et le marché joue des rebonds. C'est la même chose pour Renault. Renault, vous en avez beaucoup parlé sur cette zone-là. Voilà, je vous ai dit, la zone des 33 €, pour moi, c'était de l'achat. 33 jusqu'à 30, c'était de l'achat pour du long terme. Pour le moment, le marché a bien réagi, puisqu'on a eu un rebond quand même de 17%, c'est pas rien. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Renault, on s'attaque au gap. Voilà, il y a une zone ici d'objectif vers les 38. Pourquoi pas venir fermer le gap? Mais pour le moment, tout va bien. Tout va bien à court terme hein, pour Renault. Donc dans ce rebond-là, elle est présente. C'est plutôt pas mal. Donc à suivre. Renault, LVMH qui s'est bien reprise. Donc voilà, on en est toujours là. Pour moi, l'objectif, vous le savez, hein, je vous l'ai répété, c'est revenir tester la zone des 560, 570, grosso modo, et c'est là où tout va se jouer. C'est là où on va savoir si, ce que fait LVMH là, c'est un rebond,
qui est intéressant d'ailleurs, hein, c'est un rebond de 20%, ou si c'est plus. Voilà. On n'en est pas là encore, pour le moment ça va. On a éventuellement cette cassure là qui pourrait également engendrer quelque chose d'intéressant, la cassure ici des 526 €, et nous verrons. Donc voilà, on est toujours sous la M200, etc. Donc pour le moment, on ne parle pas de retournement sur LVMH. Voilà, c'est au-dessus pour moi des 570, où là, en revanche, on pourra dire, ben, finalement, ça va mieux pour LVMH. Sa copine, que vous connaissez bien, puisqu'on fait le suivi, Kering. Donc Kering, également, voilà, qui a vraiment bien breaké, qui revient elle aussi, voilà, sur une zone, vous le savez, ici de résistance. Donc c'est là où, pour moi, sur Kering, on ne peut pas parler encore de retournement. J'attends la fameuse figure intermédiaire. Même si là il y a une figure qui était quand même vraiment pas mal, globalement j'attends un truc un petit peu plus chargé, on va dire, sur Kering. Donc voilà, on va voir si idéalement, moi ce que j'aimerais beaucoup en fait, hein, c'est qu'elle bloque encore une fois dans cette zone là. Bon, on y est quasi, hein. On y est quasi, qu'on bloque, qu'elle me fasse une super figure et que derrière, pouf, le temps que la moyenne mobile ici à 200 jours remonte, voilà, qu'on ait une belle figure de continuation, un drapeau, un biseau, ce que vous voulez, peu importe. Et derrière, qu'on ait un nouveau départ pour Kering. Voilà ce que j'aimerais beaucoup sur ce titre que tout le monde avait enterré. Hein. Tout le monde avait enterré, et puis finalement, ben, le titre a repris 84%. Mais malgré tout, hein, malgré ce rebond de 84%, eh bien, Kering eh bien, n'a même pas retracé le tiers de sa baisse depuis les tops de 2021. Donc voilà, Kering et LVMH, on essaie de faire le suivi parce que je sais que beaucoup me le demandent. Mais voilà, comme la semaine dernière et comme cette semaine, il y a aussi beaucoup de nouveaux titres. J'essaye, voilà, de faire un mix des deux en mélangeant les anciens titres dont on fait les suivis. Mais en même temps, essayer de tourner et de vous proposer des nouveaux titres parmi toutes celles et ceux eh bien, que vous me proposez, bien évidemment. Hein. FDJ, on l'a vu la semaine dernière, un petit peu mieux, FDJ, donc voilà, maintenant, elle peut aussi repartir éventuellement vers le bas. Donc attention, en tout cas, s'il y a une opportunité de cassure sous les 26, ça peut être une opportunité, mais pour le moment, c'est plutôt pas mal. De toute façon, toute la zone, hein, zone 27, 26, c'est quand même une zone intéressante. Voilà, mais ne pas omettre qu'elle peut éventuellement, là aussi, eh bien, refaire un petit tour vers le bas. On peut imaginer, voilà, là aussi, un petit canal comme ça descendant. Donc bas de canal plutôt de l'achat, chaque cassure de nouveau plus bas de l'achat, pour jouer un retour sur le haut de canal et éventuellement plus si affinité. Voilà ce que je voulais vous dire donc pour FDJ. Ensuite on a Umicore, donc Umicore pour mes amis belges, donc intéressante entre guillemets Umicore, qui a fait son pullback. Voilà, pullback dans la zone. Consolidation, et ce que j'aime beaucoup, c'est regarder les petites bougies mensuelles. Ça, c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ça sur Umicore. Donc ça se regarde de très près. La figure de consolidation, la cassure, la congestion, la cassure à nouveau. Donc ça se suit, ça se regarde. Tout ceci, à court terme, sera invalidé si, à mon sens, on passe sous les 12,20 €, quelque chose comme ça. Donc ça se regarde. Si éventuellement, là aussi, la semaine prochaine, vous avez à un moment donné un petit setup pour pouvoir rentrer et on jouera le retour aux alentours des 15,74 € à peu près. Odyssey Technologies, donc voilà, une société intéressante, Odyssey Technologies, et qui, voilà, beau parcours hein, depuis l'IPO. Donc voilà, il y avait eu, on en avait parlé, des petits points d'entrée qui étaient ici, etc. à l'époque. Donc ça, c'est pas mal. Et là, elle est en train de construire notre figure intermédiaire. Donc c'est pas inintéressant du tout. Ce que fait Odyssey Technologies, pas du tout. Moi, je trouve que c'est même vraiment pas mal. Alors, je sais pas vraiment comment on doit le tracer, qu'importe, c'est pas très grave pour le support. À voir. Les supports, bizarrement, sont pour moi plus difficiles à tracer. Ou du moins, c'est plus difficile de voir ce que fait le marché plutôt que les résistances. Bon, qu'importe, dans les tendances haussières, évidemment, dans les tendances baissières, c'est plutôt le contraire. Et vous avez, en tout cas, cette résistance, là, horizontale, qu'il va falloir breaker.
Donc c'est pas mal là aussi, voilà, donc à suivre de près éventuellement semaine prochaine. Si on a un break, on peut avoir un double break ici, congestion, et éventuellement entamer une nouvelle tendance haussière. Donc c'est plutôt pas mal. Tout ceci évidemment sera pour moi invalidé si on passe sous les 28 € et quelques. Donc vous voyez, le graphique est pas mal, hein. Le graphique est pas mal et c'est des figures qu'on a l'habitude de voir. Vous voyez, la poussée, la consolidation avant de repartir. La poussée, la consolidation avant de repartir. La poussée, la consolidation avant de repartir. Donc finalement, eh bien là on a la même chose, la poussée, la consolidation avant de repartir. Donc l'idée c'est, vous voyez, les structures se sont répétées par le passé. Et l'idée, ce que j'espère, notre scénario principal, qui peut être invalidé, encore une fois, hein, l'idée c'est pas de prédire l'avenir, on sait qu'on va avoir des scénarios et qu'une fois sur deux on va avoir tort, par contre on sait que le ratio gain-risque là, il est quand même assez énorme, donc eh bien quand on a raison, voilà, si vous, à mon sens, hein, si vous ne prenez que des configurations, alors il faut avoir la bonne entrée, etc., hein, bien sûr, hein, mais si vous prenez que des configurations comme ça, avec des belles entrées, c'est-à-dire des stops resserrés, et que vous visez des ratios gain-risque à 2, à 3, voire plus, ben pour moi, franchement, il n'y a aucune raison à long terme, hein, je parle, de perdre de l'argent sur les marchés. Simplement, il faut avoir un bon money management, bien sûr, etc. Bon, je ne vais pas vous faire un cours de bourse maintenant, mais vous voyez très bien de quoi je parle. Donc voilà, pour Odyssey Technologies, donc plutôt pas mal. ArcelorMittal, pas mal aussi, hein, toujours. Hein, alors, elle n'a pas pété encore, mais voilà, on s'attaque à ma fameuse résistance mensuelle. C'est vraiment, vous le savez, le titre que je regarde de très très près. Voilà. Il faut breaker, il faut valider, etc. Mais vraiment, on se met dans de bonnes dispositions. Vous le savez, l'année dernière, je vous avais dit que je suivais beaucoup Engie, qui avait fait un beau parcours. Et là, pour le dernier trimestre de l'année et peut-être même le début de l'année 2026, Arcelor, sur les grosses caps, hein, fait partie des valeurs que je suis de très très près, sur lesquelles j'ai une petite conviction. Voilà, donc à voir. Parce que le graphique, pour moi, il est quand même très 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 canon. Basic Fit, c'était un titre à suivre également qu'on avait vu, parce que, vous le savez, on le suit depuis la cassure ici de cette oblique mensuelle, et on est potentiellement en train de gratter, la figure intermédiaire. Donc on est dans une grande figure intermédiaire, donc peu importe après comment on le voit. L'idée, voilà, c'est de breaker ici cette zone-là. Je vais vous la mettre en rouge et en ligne droite. Voilà. Donc l'idée, c'est éventuellement, hop, de breaker cette zone-là des 26,66 pour enfin relancer. Mais c'est vraiment pas mal. Regardez le retournement de la M200 qui était baissière, 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 plate, 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 et qui est en train de se retourner. Donc ça, c'est des choses qu'on apprécie beaucoup. Et on est vraiment dans la première structure au-dessus de la M200 qui se retourne. Voilà, un setup que vous connaissez par cœur, puisque c'est un setup j'essaye de vous montrer régulièrement. Ou vous, par l'intermédiaire de vos actions, volontairement ou involontairement, je vous remercie dans les deux cas, vous me poussez à montrer. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc il faut la suivre, il faut continuer à la suivre de près, bien sûr. Basic Fit, Rémi Cointreau, décevante. Décevante, Rémi Cointreau. Alors c'est pas mort encore. Donc voilà, par contre on a quand même tout cassé. Donc ce qu'on espérait, souvenez-vous, c'était, on avait breaké, c'était pas mal, on a fait le pullback, on relance, et je vous avais dit j'attends la congestion pour vouloir breaker ici les 57,15, et là on a relancé, mais patatras, pardon, on casse tout par le bas, et tout est à refaire les amis, tout est à refaire. Donc paf paf paf. Donc ce qui est intéressant, c'est la petite congestion intermédiaire. Est-ce que le marché, c'est potentiellement possible, voit une structure un petit peu plus longue qui va devoir travailler? C'est possible aussi. Donc on ajuste là aussi. Pas d'ego les amis, pas d'ego en trading, sinon vous êtes morts. Voilà, la structure elle est cassée, vous retracez la nouvelle jusqu'à plus d'infos par les marchés financiers, d'accord, donné par les marchés financiers et les bougies. Donc on retrace tranquillement, on remet nos petits supports, nos petits supports et nos petites résistances, et voilà. Et pour le moment c'est plutôt pas mal. On regardera quand même, hein, moi je suis curieux de savoir la semaine prochaine si on va pas avoir une petite cassure pour les plus agressifs, ceux qui sont vraiment agressifs, qui veulent tenter quelque chose. On peut mettre en place une stratégie avec 2 achats successifs au-dessus des
47,10 et des 47,68. Avec une invalidation, voilà, très agressive, hein, sous le dernier creux, ou ceux qui sont un petit peu moins, voilà, grosso modo ici. Et après, bah, vous jouez le retracement, hein, revenir dans cette zone-là, en objectif, revenir dans cette zone-là, en objectif, et revenir dans cette zone-là, en objectif. Donc en termes de ratio, pour moi, ça tient globalement la route. Voilà un petit peu pour Rémi. Séché. On en avait parlé de ce support oblique qui avait été cassé et qui faisait résistance. Souvenez-vous, vous avez dit, voilà, faites gaffe. Ici, on peut avoir un repli, chose qu'on a eu malheureusement parfaitement bien. Donc là aussi, preuve que le marché le voit parfaitement. Ben voilà, on a mis ça. Paf. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de surveiller cette zone-là. Cette zone-là, hop, je vais mettre un petit copie, voilà, cette zone-là, si on y revient, la zone des 70 grosso modo, donc entre 65 et 71, et voir si éventuellement vous pouvez avoir un petit signal de retournement pour tenter ici, effectivement, eh bien, un retournement du titre, hein, d'accord, avec un stop évidemment court, etc., etc., etc. Pour les investisseurs, pareil, pour moi, ça peut être une zone intéressante, avec une deuxième zone qui serait plutôt ici, c'est-à-dire dans la zone des 30, voilà, de 26 à 35, voilà, grosso modo. Après, vous voyez, hein, bon, on n'y est pas encore. Mais déjà, cette première zone, les 65 à 72, peut être une zone intéressante, éventuellement. Ok. Après séché, on passe à Mersenne, qui a une config très intéressante. On avait parlé du pullback, on le voit mieux en unité de temps journalière, voilà, du pullback. Alors je sais plus si c'était avec vous, encore une fois, ou la semaine dernière, ou avec MTT, peu importe, mais en tout cas il y avait un beau pullback ici, le double creux intéressant, et la réduction de volatilité avec inside bar, derrière la cassure. On revient pour moi sur un premier niveau d'objectif, c'est-à-dire revenir sur les 25, éventuellement à suivre si on a une petite consolidation supplémentaire la semaine prochaine, et ensuite tenter de l'achat. Voilà, grosso modo, c'est plutôt pas mal. Là aussi, voilà, on avait parlé de cette congestion, on avait parlé du retournement ici, de la moyenne mobile. Bref, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on connaît par cœur. GTT, je ne change pas mon avis sur GTT, c'est toujours la même chose. Alors c'est... me fais moins engueuler sur GTT du coup, puisque souvenez-vous, voilà, je disais déjà au mois de juin, attention, on peut avoir un repli sur GTT, on n'est pas sur une zone d'achat. Bon, évidemment, je me suis fait fouetter, parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment GTT, mais moi aussi j'aime GTT, c'est ce que je veux dire. Je trouve que c'est une action fabuleuse, une action française fabuleuse, juste, voilà, c'est pas parce que je dis que pour moi c'est pas une opportunité sur ce niveau d'achat, que j'aime pas l'action. S'il vous plaît, ne faites pas ce raccourci-là, je dis suffisamment de bêtises seules, inutiles, de me faire dire celles que je ne dis pas, ou pas encore. En tout cas, voilà, GTT sur les 170, je trouvais que c'était pas intéressant pour une opportunité long terme. Bon, depuis, on a fait quand même un beau repli, puisqu'on a fait un repli de quasiment 14%. Donc c'est vraiment pas mal. Est-ce que ici, c'est un niveau d'opportunité? Ben, honnêtement, une opportunité forte, non, je trouve pas. Voilà, moi, minimum, voilà, vous tracez ici, voilà, minimum retour à proximité de cet oblique. Minimum. Après, vous avez ce support horizontal sur les 120 et le bas de canal. Voilà les trois niveaux sur lesquels, pour moi, en accumulation progressive, ça peut être déjà beaucoup mieux sur GTT. Ça veut pas dire, encore une fois, les amis, ça veut pas dire que à partir de là, elle peut pas repartir à la hausse et casser le... Ah, c'est juste que moi, à titre personnel, en termes de valorisation, de graphique, etc., je trouve que c'est pas une opportunité fantastique sur ce niveau de prix-là. Pour autant, l'entreprise, elle, est une entreprise magnifique. Voilà. Donc, encore une fois, ça ne change pas sur mon avis sur le titre en lui-même. C'est juste que, voilà, pas sur un niveau de valorisation qui, pour moi, est considérable. Considérablement intéressant, on va dire plutôt. Valorec, qui essaye de se reprendre. Voilà, on est toujours dans cette congestion un peu mensuelle finalement, hein, lorsqu'on la regarde. Et lorsque je zoome en unité de temps journalière, toujours pareil. Alors, je dis toujours pareil, mais pas tout à fait. Il y a eu une petite amélioration puisque on avait cet oblique ici, donc voilà, qui a été cassé. Et alors c'est toujours baissier quand même, hein. C'est toujours baissier, on est sous la M200, etc. Baissier ou neutre, on va dire. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est ça. Qui se surveille, c'est ça, cette petite congestion. Et on verra si la semaine prochaine, en cas de passage au-dessus
des 15,93 €, on a un petit signal à déclencher. Le stop, il est assez facile, il se met sous les 15 et on aura comme objectif, premier objectif, revenir à hauteur des 17 € et ensuite, pourquoi pas, revenir à hauteur des 17,68 €, à hauteur, pourquoi pas, des 18,40 € et à hauteur, pourquoi pas, des 19 € et des bananes. Donc ça se surveille, ça reste baissier, mais la congestion est là. On a un petit affaiblissement également des volumes, donc à suivre, pourquoi pas. Voilà, j'aurais pu le mettre d'ailleurs dans les titres à suivre la semaine prochaine. Mais comme Valourec, on en parle souvent, voilà, j'ai préféré trouver d'autres idées sur les titres à suivre tout à l'heure. Et voilà, restez bien d'ailleurs encore une fois jusqu'à la fin de la vidéo parce que pour le coup, il y a des titres qui sont vraiment, des configs qui sont vraiment pas mal pour les titres à suivre. Bon, comme chaque semaine, j'essaie toujours de trouver des idées, mais des bonnes comme des mauvaises. Je sais qu'il y en a qui regardent les vidéos tous les vendredis et qui attendent que je me plante, mais qui se rassurent, ces gens-là, je me plante chaque semaine. Donc, ils ont de quoi parler sur les réseaux et en commentaire. Ensuite, on part en Allemagne, si vous le voulez bien, avec une valeur que je connaissais pas, qui est Ecker et Ziegler. Donc, valeur, en effet, qui est plutôt pas mal. Donc voilà, hop, ça c'était plutôt intéressant. Donc on a le repli, on a eu la poussée ici, on a le repli, ça c'est plutôt pas mal. Et on a même ici, ouais, un pullback intéressant. En hebdo, ça peut être pas mal à regarder. Voilà, pullback dans cette zone-là, magnifique, ouais, magnifique. Pas mal du tout, hein, pas mal du tout. Là aussi, épaule, tête et épaule inversée, et on est en train aujourd'hui de breaker. Donc ça se surveille. Pour du trading, alors pour l'investissement, je sais pas, mais pour du trading, en tout cas, agressif ici, le stop, un petit peu moins agressif ici, et voilà, au-dessus des 17,90 €, on peut tenter quelque chose pour éventuellement revenir, je dirais, dans cette zone-là en premier TP, vous voyez, la zone ici, et éventuellement en deuxième TP, la zone là. Et après, vous gardez si affinité. Ensuite, on a du NEM, qui est ici, voilà, en Allemagne. Donc, très très belle tendance. Bah, tiens, on va regarder un petit peu fondamentalement ce que ça dit. Hop. Voilà, puisque maintenant je peux. Donc malgré tout, c'est quand même bien valorisé, vous voyez. Donc là, la juste valeur proposée par Investing, elle est à 94,77 €. On est à 110 aujourd'hui. Donc voilà. Donc on est quand même, même si les analystes, eux, sont plutôt globalement, évidemment, positifs, on est quand même assez élevé. Regardez le PER, hein, PER assez élevé également. Donc, faisons quand même attention. Voilà, là aussi, on a des dégradations par BNP Paribas, etc. Donc, voilà, très belle valeur. Il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais peut-être un petit peu cher. Donc, bon, ça correspond hein, plus ou moins à ce qu'on aimerait hein, graphiquement, c'est-à-dire un repli supplémentaire, peut-être dans cette zone-là. C'est une zone ici qui a fait donc résistance là, résistance ici, résistance là. Donc on aimerait pourquoi pas qu'elle fasse support, tout comme le support oblique de long terme ici. Donc je dirais, alors on verra hein, selon la vitesse, etc. Quand c'est des supports obliques, encore une fois, c'est difficile de vous donner un prix, mais ça devrait se situer grosso modo entre les 62 et les 78 € sur NEM. Donc voilà un petit peu pour ces deux actions allemandes qui sont en tout cas intéressantes. Merci de me les avoir proposé. Ruby, ça fait un petit moment, donc c'était le titre à suivre il y a 1 ou 2 semaines, je sais plus, parce que souvenez-vous, nous avions cette oblique, voilà, de long terme, qui était ici, qui avait bien résisté. Je vous disais, voilà, il faudra bien vérifier, bien regarder effectivement la congestion qui était là, et la congestion a pété par le haut, c'est plutôt pas mal. Donc on a fait le gap haussier, donc à suivre également Ruby, éventuellement si on a une congestion la semaine prochaine. Un titre intéressant pour moi, Ruby. Ensuite on a Pernod, alors décevant, un peu comme bien sûr Rémi Cointreau, Pernod Ricard, qui fait un petit peu la même chose. Donc on avait de l'espoir, on attendait la congestion pour venir ici breaker ensuite, ça ne l'a pas fait. Grosse mèche haute, on casse le support oblique, mais le point positif,
peu, il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais le petit point positif, c'est que voilà, pour le moment, on tient cette zone-là, on fait une tentative de retournement, donc pourquoi pas éventuellement tenter au-dessus du plus haut du jour, je ne sais pas combien ça va clôturer ce soir, pour les plus agressifs d'entre vous, voilà, 2 stops et éventuellement jouer le retour sur la moyenne mobile à 200 jours et grosso modo la zone des 95-96 et éventuellement le haut de range. Mais Pernod Ricard, malheureusement, pour le moment, je dois bien avouer, nous déçoit beaucoup. XFAB, qu'on suit également parce que c'est une valeur, moi je trouve, qui a de l'intérêt. Là aussi, on avait tenté le break et on espérait le faux breakout qu'on n'a pas eu, puisque derrière, on n'a pas eu la construction, on n'a pas eu la congestion, etc. Donc là aussi, un titre où tout est à refaire. Idéalement, je ne sais pas si ce sera possible ou pas, mais idéalement, ce que j'aimerais beaucoup, c'est un pullback. Voilà, un pullback dans cette zone-là. Voilà, un pullback dans cette zone-là, grosso modo. Si on pouvait avoir ça, ce serait vraiment top. Mais encore une fois, c'est pas moi qui décide. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de setup. Donc, si on pouvait seulement avoir ça ici et la congestion pour pouvoir repartir, c'est pas mal. En tout cas, même si effectivement l'échec là-haut a été là, pour le moment, à ce stade, c'est pas catastrophique hein, pour XFAB, loin de là. On est toujours au-dessus de la M200. C'est juste que peut-être que le pattern il va être beaucoup plus long que ce qu'on aurait pu croire ou imaginer ou espérer. Donc il va falloir encore attendre pour XFAB. Ensuite, on a Maison du Monde. Alors, hein, ça me fait mal au cœur, évidemment, parce que c'est une action que j'aime beaucoup. Ma femme, surtout, aime beaucoup. Donc, par obligation, je suis obligé d'aimer. Vous savez ce que c'est, messieurs. Mais je suis également obligé, je vais tout enlever, de bien avouer que pour le moment, c'est la catastrophe. Puisque, ça ne fait que baisser. On enchaîne les mois rouges. Alors, c'est difficile de trouver des points positifs, hein, très difficile. Mais il y en a quand même un de points positifs. Il faut chercher. Hein. Il faut chercher, il y en a quand même un. C'est celui-ci. C'est que potentiellement, je dis bien potentiellement, on peut avoir l'espoir d'avoir éventuellement un petit biseau descendant. Voilà. Et donc, quand effectivement ce biseau descendant casse par le bas, par le haut, pardon, on peut avoir éventuellement une petite spécu haussière pour revenir, pourquoi pas dans ce niveau-là, ou vers ce niveau-là, ou vers ce niveau-là. Voilà. En revanche, attention, n'oublions pas qu'un biseau descendant peut aussi casser par le bas. Quand il casse par le bas, en général, c'est le gros sell-off et panique à bord. Il y a eu du mieux cette semaine, avec notamment la séance de mardi, où on a eu une hausse de 10%, je crois, un truc comme ça. Si je ne me trompe pas, voilà, 12% au plus haut. Mais pour le moment, pas grand-chose. On est toujours là-dedans, on est toujours dans cette espèce de biseau descendant, mais on n'a aucune confirmation pour le moment. Il faut patienter. Si vous voulez vraiment acheter Maison du Monde, ce que je vous invite à faire, mais encore une fois, vous faites ce que vous voulez, c'est éventuellement avoir la cassure, espérer la petite congestion, et là, éventuellement, tenter un achat au-dessus de la congestion avec un stop sous la congestion pour revenir aux alentours des 2,75 et aux alentours, pourquoi pas, des 3,28. Voilà les objectifs. Pour attendre véritablement un retournement, c'est assez simple. Hein. Voilà. Vous regardez la moyenne mobile à 200 jours, donc on est en unité de temps journalière, et tant que la moyenne mobile est baissière, ce qui est le cas depuis le 15 février, là on avait une toute petite période de neutralité, mais elle n'a jamais été haussière, baissière, donc ça fait quand même janvier 2022, donc ça fait quand même 3 ans et demi que la moyenne mobile est baissière, donc on a un flux de long terme qui est baissier. Tant qu'on ne parviendra pas, si vous voulez, à mon sens, hein, on ne parviendra pas à stabiliser cette moyenne mobile ici, d'accord, et nous, au niveau des cours, on ne parviendra pas à construire quelque chose au-dessus, eh bien, on ne pourra pas véritablement espérer, à mon sens, un retournement sur le titre. D'autant que les fondamentaux, vous le savez, sont malheureusement un petit peu dégradés. Voilà, donc déception pour Maison du Monde pour le moment, mais on verra éventuellement s'il y a du mieux dans les prochaines semaines. Déception également pour Capital B, qui malheureusement a été plombé. Il y avait le signal d'achat. Voilà, ça fait partie aussi de la bourse et du trading. C'est-à-dire que des fois, vous avez des signaux d'achat qui se déclenchent. Pour moi, il y avait un signal d'achat qui s'était déclenché. C'est-à-dire le passage au-dessus
Voilà, pour moi, le passage au-dessus, ici, des 1,88 €, pour moi, c'était le signal d'achat, au-dessus de la M10, au-dessus de la M200. Donc vraiment, on avait une configuration intéressante à exploiter. Le stop, pour moi, il se mettait voilà, sous la figure. Alors, c'était un stop à moins 10%. Alors, moins 10%, c'est rien hein, pour Capital B. Ça peut paraître beaucoup pour la majeure partie des valeurs, mais sur Capital B, c'est très peu. Parce que c'est une valeur voilà, qui est capable de vous prendre en quelques semaines 900%. Tout comme elle est capable de vous perdre d'ailleurs 72% aussi en quelques semaines. Bref. Donc voilà, le signal se déclenche. Et puis derrière, vous avez une bad news et derrière, vous avez finalement l'ouverture ici. Donc quand c'est comme ça, faut pas hésiter à déclencher son stop. Hein. Voilà, le stop, il est fait pour ça. Vous sortez à moins 16, d'accord, et vous prenez votre perte. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « Ah non, moins 16, je ne peux pas me permettre de couper. » Alors d'abord, première question, pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de couper? Si vous ne pouvez pas vous permettre de couper à moins 16, c'est que votre taille de position n'est pas adaptée. Et que donc, la perte latente est insupportable à accepter. Et donc, pour l'accepter, votre cerveau et vous-même, vous vous dites ben, la seule manière d'accepter, c'est d'enlever mon stop, puisque du coup, pas vendu, pas perdu. La problématique, c'est que votre moins 16, 3 jours plus tard, il s'est transformé en moins 40. Et là, c'est pas que vous pouvez plus accepter, c'est que vous pouvez plus rien faire. Et que potentiellement, un accident de parcours classique, c'est-à-dire un trade qui se passe mal, comme ça arrive 10 fois par an, 20 fois par an, 30 fois par an, ou plus, pour celles et ceux qui tradent de manière plus active, se transforme en ce que j'appelle suraccident. C'est-à-dire qu'un petit accident se transforme en suraccident, et se transforme en quelque chose que vous ne pouvez plus, malheureusement, dans lequel vous ne pouvez plus vous en sortir, quoi. Et il y a pire, pour certains, c'est vous arrivez au moins 16 le matin et vous dites, bon, ben, ce que je fais, mon moins 16, je ne peux pas l'accepter, je double ma position. Donc j'ai une position importante, j'ai, admettons, 20% de mon portefeuille, mais j'ai du cash, donc mon 20% du portefeuille, je le passe à 40% du portefeuille. Ce qui fait que mon moins 16, je le passe à moins 8. Donc mon cerveau, quand il regarde son portefeuille, il se dit, bon, ça va. Sauf que finalement, bah derrière, bah votre moins 8, il se transforme en moins, peut-être moins 20. D'accord? Ou moins 25. Et là, vous vous retrouvez dans la même galère. Donc par expérience, alors ça marche pas toujours, mais par expérience, c'est la meilleure chose à faire. C'est de récupérer son cash attribué sur la position. Soit vous allez ailleurs, vous réattribuez sur une autre configuration, etc. Soit vous êtes têtu et vous voulez absolument rentrer sur Capital B. Ok, je peux l'entendre. Et à ce moment-là, ben vous reprenez votre cash et vous attendez une nouvelle configuration qui, elle, va éventuellement vous permettre de re-rentrer avec un achat au-dessus, etc. Et vous aurez un meilleur prix, puisqu'en rentrant ici au 1,26 €, vous aurez un meilleur prix que ce que vous aviez ici ou là. Donc finalement, si ce mouvement-là est le bon, non seulement vous allez compenser votre perte, mais en plus vous allez même peut-être sortir en gain. Tandis que si vous avez subi toute la baisse, il va vous falloir revenir donc ici pour pouvoir récupérer votre argent, ce qui va être extrêmement compliqué pour vous. Donc voilà, pour moi, mon avis, ça fait partie de la bourse, ça fait partie du trading. Bon, sur Capital B, on l'avait dit, on sait que fondamentalement, c'est pas terrible, pour pas dire pas terrible du tout. Là aussi, je me suis fait fouetter il y a quelques mois là-dessus dans les commentaires. Quand je vous disais faites gaffe, etc., sur les plus hauts, il y a énormément de volume. Souvenez-vous, ce que je vous dis tout le temps sur les volumes, quand il y a beaucoup de volume, les traders vous disent, c'est là, quand il y a beaucoup de volume, qu'il faut rentrer. Et moi, je vous dis tout le contraire que tous les livres que vous pouvez lire à droite et à gauche, je vous dis quand il y a beaucoup de volume, c'est là où il faut faire extrêmement attention. Voilà, regardez la baisse. C'est une baisse de moins 82%. Et il y a beaucoup de gens, évidemment, vu l'impact des échanges, il y a beaucoup de gens qui ont acheté beaucoup d'actions sur Capital B au-dessus des 5 €. Et aujourd'hui, ben, leur capital, il a été divisé par 5. Donc, faites gaffe éventuellement à ça. Donc, sur Capital B, pour moi, plus rien à faire. On attend patiemment une nouvelle configuration et éventuellement du mieux, etc., sur le titre. Voilà pour Capital B. Bon, ceci étant, il y a une petite réduction de volatilité qui se met en place, hein, avec une réduction des volumes, donc pourquoi pas avoir ça semaine prochaine, on verra. Mais en tout cas, voilà mon avis
très clair, je pense, sur le titre. On passe à quelques biotech avec Nicox, alors c'est spéculatif, hein, attention, hein, spéculatif Nicox, mais c'est une config que je regarde de près pour un petit peu de spéculation, parce qu'on est venu faire le pullback. Bon, je vous montre pas le graphe, hein, de temps long terme, hein, c'est pas la peine. Donc là, on est vraiment sur de la spécu, mais c'est pas mal, puisque en effet, on est revenu faire donc le pullback sur la zone ici en bleu, et ce qui est plutôt globalement également intéressant. Là aussi, c'est qu'on a une congestion qui est en train de se mettre en place. Regardez les volumes qui sont extrêmement faibles. Donc, éventuellement, il y aura quelque chose à jouer. Pour les plus agressifs, au-dessus des 0,38 et sinon, au-dessus des 0,40. Et on verra si la spéculation peut s'y mettre. Pensez là aussi, pour les plus agressifs, à couper vos positions si ça part dans le mauvais sens. Nano, notre petite Nano. Ah, je suis content. On va pas se le cacher, hein. Je suis content. Quel parcours exceptionnelissime pour Nano, qui est venu taper l'objectif, pour moi, final ou presque. C'est-à-dire revenir taper l'objectif des 10,42 €. On en parlait dans cette congestion ici. On en parlait déjà à la cassure ici, la congestion intermédiaire, avec au-dessus la première figure au-dessus de la moyenne mobile qui se redresse, du classique. Et derrière, boum, exceptionnel. Voilà, plus de x2 sur ce titre. Donc j'ai pas grand-chose à dire. Comme je vous le disais, voilà, s'il y a des petites entrées comme ça, qui se dessinent, pourquoi pas. Celle-là, elle n'était pas terrible, donc difficile à exploiter. Voilà. Éventuellement, si vous avez des nouvelles, maintenant, on a déjà fait certainement une bonne partie du chemin, donc voilà, c'est difficile de rentrer comme ça, évidemment, en plein exponentiel, hein. Mais en tout cas, quel parcours magnifique. Soitec, alors Soitec, tout le monde me dit c'est le retournement de Soitec. Ça y est, c'est le retournement de Soitec. Bon, pourquoi pas, hein. Moi je suis ouvert à tout, évidemment. Maintenant, pour moi, il faut d'abord la mettre dans les unités de temps mensuelles. Et ce qui me gêne un tout petit peu sur Soitec, c'est que pour le moment, on n'a pas fait. Alors oui, on revient sur des zones qui sont intéressantes, etc. Mais pour moi, le retournement, on commencera à en parler. Voilà, la bougie mensuelle, elle est ridicule, hein, pour le moment. Donc tant qu'on ne repasse pas au-dessus de la moyenne mobile à 10 mois et au-dessus de l'oblique ici mensuel en rouge, pour moi on ne pourra pas parler de retournement sur Soitec. Voilà. Donc patientons encore, et si vraiment on commence à s'installer dans cette zone-là, à ce moment-là, on pourra éventuellement parler de Soitec. Selectis, on en a également beaucoup parlé, qui continue, bien sûr, depuis le passage au-dessus de la M10 mensuelle, qui continue de pousser, qui tente de revenir au-dessus des sommets. J'avais partagé d'ailleurs le trade, l'achat c'était au-dessus ici, eh bien des 2,27 € et également des 2,29 €. Et derrière, voilà, beau parcours. On avait partagé ce trade sur les réseaux sociaux. 30% de gains intéressants. Maintenant, voilà, on arrive aussi sur des niveaux d'objectifs. Donc, pensez également à alléger un petit peu, remonter les stops. Voilà, vous pouvez remonter le stop par exemple sous les 2,26. Vous pouvez prendre un petit peu des bénéfices sous les 2,57. Donc voilà, mais pour le moment tout va bien pour Selectis en tout cas. Ensuite on a Nikon. On n'avait pas vu depuis un petit moment Nikon. Donc intéressante également, on en avait parlé à la cassure, souvenez-vous de cette oblique de long terme ici en rouge. Je vous la mets que en unité de temps journalière, ça suffit. Ce que j'aime bien sur Nikon, c'est qu'on construit quand même pas mal. On peut d'ailleurs même tracer cette oblique là, et pour les plus agressifs d'entre vous, on peut se dire, on peut envisager, on peut espérer que en cas de cassure ici de cette oblique en rouge, on est à nouveau un nouveau départ. Donc au-dessus des 0,78, on invalide tout ça pour les moins agressifs sous les 0,64. Grosso modo, objectif revenir à hauteur des 0,95 et pourquoi pas à hauteur des 1,07. Donc c'est plutôt pas mal sur Nikon, mais il faut attendre quand même le signal. On a un titre très baissier qui est Planisware, qui est ici, mais ce qui est intéressant, mais elle a breaké hier, bon, ce que je trouvais intéressant, c'était la congestion. Donc à voir, on est revenu casser les plus bas historiques, donc ça m'intéresse. Et on tente un retournement, pour le moment on a un double top quasiment qui se met en place.
Donc pourquoi pas. Voilà, il y avait une belle zone de résistance ici. Si on arrive à breaker la zone de résistance, c'est de la contre-tendance, hein. Attention, c'est une valeur baissière. Donc n'oubliez pas surtout d'invalider, notamment si on repasse sous la M10. Voilà, niveau d'invalidation, ici, selon votre degré d'agressivité. Et l'objectif, ce sera pour moi de revenir aux alentours des 21 et aux alentours des 22. Voilà, c'est du trading de contre-tendance. Voilà, je vous montre tout, hein, bien sûr. Mais c'est peut-être plus compliqué que du trading de flux. Voilà. Et je sais que certains aiment bien également ce trading-là. Donc il en faut également pour moi, il faut apprendre également le trading de contre-tendance. C'est également intéressant de mettre cette corde à votre arc. On passe désormais aux actions américaines avec Circle. Alors, Circle, c'est donc ça ressemble plus ou moins enfin, c'est une entrée récente, hein, en bourse. Hein. C'était Klarna la semaine dernière, je crois qu'on avait parlé, bon, qui était encore plus récente. Par contre, c'est intéressant ce qu'elle est en train de faire. Donc, on a eu une petite poussée, la consolidation, la congestion. Et là, on a pour moi quand même un truc qui est pas mal. C'est-à-dire qu'on avait cette oblique ici. La trace un petit peu à l'arrache, mais vous me pardonnerez. Voilà, ce biseau descendant quand même très propre. On a breaké, belle congestion ici. Donc c'est plutôt pas mal. Et là, on a une belle zone de pivot. Là, intéressant. Intéressant. Donc voilà, pour les plus agressifs d'entre vous. Hein. Voilà, achat au-dessus des, je sais pas, 146 $. 143,50 à pyramider au-dessus des 146 et après au niveau du stop, voilà, si vous êtes agressif, je stopperai sous le retournement de la M10 journalière, c'est pas mal. Et après vous remontez le plus vite possible, voilà, donc c'est pas mal. Pourquoi pas, Circle, ça peut être pas mal. L'objectif sera de revenir pour moi dans cette zone-là. Vous avez le plus haut ici, aux alentours des 186 $. Et après, si plus si affinité, aux alentours des 245. Enfin, on n'y est pas, et surtout accompagner le plus longtemps possible au niveau du titre. Ensuite, on a du Grab Holding, voilà, qui est ici, qu'on m'a proposé également, qui est, ouais, c'est pas mal, c'est assez intéressant. Il y avait, en hebdo, peut-être ce sera pas mal, ouais, il y avait une belle zone, hein, ouais, il y avait une très très belle zone, donc c'est pas mal du tout. Là, ici, la zone de breakout. Très belle congestion ici. Alors là, je fais la météo de la veille, mais je ne connaissais pas. Donc voilà, pas mal. Bravo à celui ou celle qui m'a proposé l'action. Je pense qu'il avait vu ça, ou elle avait vu ça. Éventuellement sur pullback. J'affine un petit peu en unité de temps journalière. Ouais. Éventuellement sur pullback, vous pouvez avoir ici, en cas de repli, petite congestion pour tenter quelque chose. Ou alors, s'il n'y a pas de pullback, bah, il faut attendre une petite congestion intermédiaire. Voilà. Pourquoi pas. Mais c'est pas mal, ouais. C'est en retournement. On voit aussi hein, ici la M200 journalière, plate, qui s'est redressée. Ici, vous aviez la configuration, le pattern intermédiaire, le premier gros pattern au-dessus de la M200. Donc, ouais, c'est pas mal du tout. Hein. C'est pas mal du tout. Donc à suivre, Grab Holding sur repli ou éventuellement plus. On a du Richtech robotique. Ouais, c'est pas mal. Hein. Là, on avait là aussi, regardez, Inside, ça c'est canon ça. Vous voyez, ce que je vous montre très régulièrement. Hein. Inside bar mensuel, une bougie à l'intérieur de la précédente. Il y en avait également un ici. Magnifique. Il y en avait, non, j'allais dire il y en avait un ici, mais pas vraiment. Donc ça, c'est des choses, voilà, c'est des choses qui doivent évidemment vous alerter, qui doivent attirer votre attention. Pour celles et ceux qui font des screeners, vous avez une petite idée de quoi screener, c'est assez facile. Pour celles et ceux qui maîtrisent le codage sur ProRealTime. Et peut-être un jour je vous le ferai, allez, peut-être un jour je vous le ferai dans l'espace membre. Allez. Si vous êtes nombreux à me le demander en commentaire, je vous le ferai dans l'espace membre. Allez, soyons fous. L'inside bar mensuel pour détecter les congestions mensuelles. Allez, si j'ai suffisamment de commentaires, si j'ai plus de 15 commentaires là-dessus, je vous le fais, promis. Donc voilà, c'est pas mal. En tout cas, ouais, alors il n'y a pas vraiment de setup d'entrée là. Bon, le setup d'entrée il était au-dessus ici des 2,35 $.
Donc oui, moi je suis intéressé, ça m'intéresse. Retournement de la M200, attendre un setup, attendre une petite congestion, et à ce moment-là, on tente. Ouais, la config est pas mal. Merci à celui ou celle qui me l'a proposé, parce que la config, elle est vraiment intéressante. First, Majestic Silver, donc pour vouer les minières. Parmi les minières, c'est une des plus en retard. Je salue mon ami Stéphane, qui la suit, je sais, de près. Stéphane, je t'envoie mes amitiés, comme d'habitude. Effectivement, la config, elle est intéressante. Elle est un petit peu en retournement. Donc pourquoi pas. On l'avait déjà vu, alors peut-être en unité de temps hebdo, ça sera mieux, ouais. En unité de temps hebdo, on l'avait déjà abordé avec la congestion ici, la cassure, la congestion ici, et à nouveau, on a un pullback. Donc pourquoi pas attendre sur ce pullback une petite congestion. Ah là, il y avait vraiment des choses à exploiter, là aussi, etc. Donc si on a une petite congestion ici, là, tac, on peut tenter quelque chose sur Majestic Silver, ou alors sur du long terme, hein. Ceux qui veulent absolument avoir une minière, ouais, on peut accumuler. Alors la grosse zone d'accumulation, évidemment, elle était un petit peu plus bas. Elle était là, voilà, pour moi, hein. Tout ça, c'était une zone d'accumulation. Mais voilà, déjà, si on a peur de louper de train en mode investisseur, peut-être un tiers de position ici, un tiers de position aux alentours des 7,30 $ et un tiers de position aux alentours des 5 $ peut être également de l'accumulation intéressante. Cellforce, pour moi, on est toujours dans la même situation que précédemment. C'est-à-dire qu'on en est là. Pour moi, on a un biseau ascendant qui a été cassé. On est en train de construire une figure de court terme, voilà, qui est ici. Voilà. Mais il ne se passe pas grand-chose. Donc, soit il y a deux hypothèses de travail, et entre les deux, on n'a absolument rien à faire. Soit cette figure de congestion casse par le haut, et à ce moment-là, on fait le pullback pour revenir aux alentours des 300, 295. Soit cette figure de congestion casse par le bas, et à ce moment-là, on a une opportunité d'achat long terme pour aller chercher le bas de canal. Voilà, grosso modo, sous les 150, sous les 170 plutôt, dollars. On verra en fonction de la vitesse, évidemment, à laquelle on va. Ok, mais voilà, grosso modo, les deux hypothèses de travail. Tant que, je vais mettre un petit peu plus large, tant que eh bien, on n'a pas les scénarios qui sont validés pour moi, il faut grosso modo rester en observation. Intel, je suis content, elle a pété Intel. On avait, souvenez-vous, parlé en mode trading de cette congestion-là. Voilà, magnifique. Souvenez-vous, et je vous avais dit, voilà, on a la congestion. Il faut attendre la cassure du pivot des 25,14 $. Et ceux qui ont acheté donc à la cassure du pivot, on pouvait même l'affiner quelques séances après en mettant un pivot plutôt aux alentours des 24 $, ou peu importe. En tout cas, derrière, bam, et on a la news. Alors on me dit, oui, mais il y a une news. Oui, mais souvent le marché prépare la news. Si cette congestion, elle était là, c'était pas pour rien. C'est qu'il y avait, à mon avis, un certain nombre de personnes qui étaient au courant. Et derrière, ben, magnifique, hein, avec les invalidations, etc. Donc derrière, on a un break et on arrive à prendre pratiquement 30% de gain. Pour celles et ceux qui ont pris le trade, parce que enfin, notamment une personne qui m'a dit hier en message privé, je répète ce que je lui ai dit, c'est-à-dire prise de bénéfice, pardon, pour moi il faut 50% de la position, et le reste, bah, vous vous mettez par exemple ici, là, voilà, au-dessus de votre prix d'achat, et vous l'oubliez, vous le mettez en portefeuille long terme, ou en tout cas vous laissez quelques semaines se passer, voir éventuellement si le titre éventuellement repart, congestionne, voilà, ça on peut pas le savoir, mais vous laissez vivre l'action. Pour le moment, il n'y a plus rien à faire, en tout cas sur Intel à mon sens. Apple, je vous avais dit que pour moi Apple allait porter le Nasdaq depuis pas mal de temps, et c'est le cas. Je vous renvoie sur les vidéos notamment qu'on avait fait avec Ibou, avec ma chère Marie. Voilà, on parlait de la cassure ici, ça a été fait, et bon, pour le moment on est dans la continuation de ce mouvement là. Je pense qu'il y a encore du potentiel, moi, sur Apple, pour le coup, contrairement à peut-être d'autres. Et je pense que, encore une fois, Apple peut être, après Microsoft, après Google, après Nvidia, etc., peut être la surprise, pourquoi pas, de ce dernier trimestre pour revenir à l'assaut des nouveaux plus hauts historiques, c'est-à-dire à l'assaut des 260 $, à quelque chose près. Donc voilà, tout ceci doit être, donc les invalidations qui étaient là, vous les remontez, hein. Pour moi, désormais, hein, l'invalidation, c'est sous la M200, hein, donc aux alentours des 220 $. Et puis, avant de passer au titre à suivre, on a Micro
micro-stratégie. Je crois que... Ouais, c'est stratégie directement. Hop, voilà, on en est là. Donc, ça fait un moment qu'on l'avait pas vu d'ailleurs, micro-stratégie. Donc, on avait parlé, souvenez-vous, de ce bisou à l'époque, descendant, qu'on a breaké. On n'arrivait pas sur les objectifs finaux, hein, qui étaient des 535 $, mais les intermédiaires à 428. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Sur repli, sur repli, ce qui serait bien, c'est un repli supplémentaire avant de repartir. La tendance reste quand même haussière. Donc, éventuellement, il faut laisser travailler. On a peut-être une figure qui est en train de se dessiner. Voilà. Peut-être cette figure-là. Et éventuellement, hop, j'espère qu'on aura. Alors, voilà, il y a peut-être cette figure-là qui est très courte, mais ce que j'aimerais, c'est plutôt une figure un petit peu plus large et qu'on ait quand même quelque chose. Voilà, qui viendrait ici, qui viendrait congestionner avant de repartir. Voilà, idéalement, donc achat sur repli supplémentaire, alors sauf pour les plus agressifs qui traitent un peu court terme, mais sinon, achat globalement, je dirais, sous les 300 $, ça peut être vraiment pas mal. Au niveau des titres à suivre, donc il y en a 5. Donc c'est que des mid and small d'ailleurs, je me rends compte. Que des mid and small. Alors vous avez Aramis. Donc pour vous le secteur, hein, vous le savez, qui est pas mal. Je vous la montre d'abord en mensuel. Pourquoi elle m'intéresse? Parce qu'on est revenu pour moi, voilà, sur un gros niveau de pivot. Voilà. Voilà, on travaille un gros niveau de pivot. Résistance, 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 cassé, support, support, support. Et là, on est en train de tenter, voilà, vous avez ici la... on est en train de casser, on est en train de tenter la tasse avec anse. Donc voilà, pourquoi pas. Le stop pour les plus agressifs ici, pour les moins agressifs par là. Objectif, revenir pour moi sur ce niveau de support là, donc aux alentours des 6,50 hein, grosso modo. Et après, on ira chercher la M200 et l'entrée de gap. Et ensuite, éventuellement, la clôture de ce gap. Donc pas mal. Aramis. Ensuite, vous avez pull-up, toujours, qui n'a pas trop bougé hein, depuis des semaines. Pull-up qui est toujours là. Donc on travaille toujours la zone, grosso modo, il va falloir breaker ce niveau-là. Simplement la figure a l'air peut-être un petit peu plus grosse. Voilà. Mais à suivre de près, il y a la congestion. Pour les plus agressifs d'entre vous, au-dessus des 23,15 et sinon au-dessus des 24,90. Tout ceci est invalidé pour moi sous les 20 € ou sous les 19 € et des bananes. Voilà, grosso modo. Troisième, OP Mobility. Qui a un pullback intéressant. Je vous la mets d'abord en mensuel, voilà. Donc on avait une très belle zone de support, 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 cassé, pullback. On fait la baisse, on revient et on s'appuie dessus. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Pardonnez-moi, je chopais froid depuis 15 jours, j'arrive pas à m'en débarrasser. Bref, donc je ne change pas ce que j'avais dit précédemment. Hein. L'idée c'est de dépasser les 13, les 14 € grosso modo pour éventuellement tenter quelque chose. Invalidation sur ces niveaux-là selon votre agressivité. Ensuite vous avez également alors petite valeur, Enogia. Beaucoup plus spéculative d'ailleurs, mais là aussi c'est intéressant. Baisse, 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 aplatissement de l'M200, redressement de l'M200. Donc c'est pas mal. Il y avait une config intéressante à exploiter que j'ai pas tradé, qui était ici, belle réduction de volatilité, loupé. Bon, est-ce qu'on va avoir une deuxième chance? À voir. Mais clairement, si on arrive à breaker tout ça, ça peut nous offrir une opportunité. On a une petite réduction de vol. Les volumes se cassent un petit peu la gueule. Donc ouais, ça peut être pas mal. Assurer Enogia, attention, petite valeur. Hein, 50 000 € échangés aujourd'hui. 54 000 € échangés hier. Autant vous dire qu'il faut faire gaffe. Et puis ma dernière, avant de passer au screener trend following, comme d'habitude. Eh bien, Katana. Et oui, Katana. Qui est toujours en difficulté, mais qui congestionne. Alors, on le voit, hein, c'est un titre, voilà, on a une zone. Alors pour moi, c'est une zone investisseur, une deuxième zone investisseur qui est là, mais même en mode trading, c'est à suivre. Alors c'est un peu tôt hein, encore, mais c'est plutôt pas mal. Donc éventuellement, pour les plus agressifs, si on arrive à breaker cette zone-là que je vais vous mettre en rouge,
Donc grosso modo la zone des 3,54 € avec une invalidation sous le pattern, voilà, un petit peu plus large selon votre degré d'agressivité. Pourquoi pas tenter éventuellement quelque chose. Voilà, il faudra également bien sûr passer ici cette résistance oblique en rouge. Voilà, le screener Trend Following, le voici, le voilà. Je vous rappelle bien sûr qu'il est disponible sur le site du podcast de la bourse.fr dans l'espace membre, et l'espace membre qui est encore une fois accessible 100% gratuitement. Je rappelle la grosse news pour la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura 2 vidéos. La vidéo du vendredi où on fera très certainement, on verra, sauf s'il y a vraiment une actualité débordante, mais très certainement on fera l'analyse des indices, on fera bien sûr l'actualité éco, on fera également l'analyse des indices, la plupart des indices mondiaux, j'essaierai de faire, plus l'analyse des matières premières, or, argent, etc. Donc ça c'est pour le vendredi, et le dimanche, ne loupez pas ça, notez-le bien sur vos agendas, le dimanche à 20 h nous ferons le grand live MTT ouvert au public, avec notamment la présentation d'un portefeuille low bêta long terme monde, plus bien entendu ce que vous attendrez très certainement le plus, c'est l'analyse de vos actions en direct avec mon ami Michael Landreau. Voilà les amis, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un bon week-end, je vous remercie encore une fois chaleureusement pour vos encouragements, pour vos tweets, pour vos messages, pour vos commentaires, toujours extrêmement bienveillants, ça fait du bien de voir qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore extrêmement respectueux. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et à rendez-vous week-end prochain. Un week-end donc très chargé. À plus. Ciao.